Tout le monde est là? On va procéder à l'appel nominal. Donc Nadège Dosba qui m'a donné pouvoir. Patrick Antigny, Fabienne Pasquale, Dominique Baud, Sylvie Dufourc, Présente. Morgane Boutet, Christiane Prévost, Éric Chauveton, Alain Bourguignon, Bernard Play qui a donné pouvoir à Christiane Prévost, Marie-Christine Duluc, Françoise Velasco, Jean-Pierre Pouméraud, Hervé Georges, Pierre Brouste-Lefin qui a donné pouvoir à Séverine Place-Hans, Carole Bonafou, Florence Pereira qui a donné pouvoir à Franz Mougeot, Anne-Marie Morera, Franz Mougeot, il n'est pas arrivé encore, Frédéric Arrojo, Vanessa Daniel, Séverine Place-Hans, Patrice Joubert qui a donné pouvoir à Vincent Échouer, Jean-Claude Saunier, Tristan Poc, Vincent Échouer, Gradiela Clicheroux, Jean-Mathieu Lecoq. Parfait. Je vous propose de nommer le secrétaire de séance qui sera dans son tour Séverine. Merci à toi. Je n'en doute pas. Je vous propose de passer au premier point qui est l'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 27 février 2023. Avez-vous des modifications? Oui. Oui, je sais combien il est difficile et contraignant de prendre bonne note des différentes interventions orales, ou même de les écouter a posteriori, en raison parfois de la qualité d'écoute très moyenne et des interférences avec les micros. Mais serait-ce trop vous demander de bien vouloir relire les transcriptions des interventions pour corriger quelques erreurs de français ou d'orthographe? Un peu plus de rigueur ne pourrait pas nuire à la bonne présentation des documents municipaux. Je vous demanderai en outre, dans ma prise de parole relative à la délibération sur le label RIS, de mettre 12 000 en lieu et place du chiffre 1000 pour le nombre de communes ayant adopté l'extinction de l'éclairage public nocturne, comme je l'ai bien prononcé en conseil municipal. Je vous en remercie par avance. Je rappelle tout de même que ce procès-verbal est consultable par le public et serait appréciable à mon sens qu'il n'offre pas une image dévalorisée de notre commune et de ses élus. C'est pourquoi, pour vous faciliter la tâche, je préfère, dans la mesure du possible, m'astreindre à écrire mes interventions. Merci. Bon, même si je ne pense pas qu'on dévalorise la commune parce qu'il y a des fautes d'orthographe sur un PV aussi long, je vous invite, quand vous envoyez, déjà à les faire passer directement au secrétariat général. Ça lui permettra de les reprendre parce que des fois on peut les lire. Et puis voilà, et après sur les 12 000, bien entendu, on corrigera. Voilà. Pas d'autres observations. Je mets aux voix le procès-verbal. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Une abstention. Je vous remercie. Décision prise en application de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Décision du maire numéro 2023-13 visa préfectorale du 13 mars 2023. Demande de subvention au département de la Gironde, dispositif multi-accueil. Décision du maire numéro 2023-20 visa préfectorale du 28 février. Règlement des honoraires d'avocat cabinet Corny-Fouché. Requête numéro 2204-845-2. Décision numéro 2023-21, visa préfectorale du 13 mars 2023, nouvelle tarification des concessions funéraires du cimetière communal. Décision numéro 2023-22, visa préfectorale du 8 mars 2023, fixation des tarifs dans le cadre de la Saint-Patrick. Décision numéro 2023-23, visa préfectorale du 10 mars, fixation des tarifs du spectacle Les Petites Fleurs de l'Enfance de la compagnie Résonance Perrine Fifadji. Décision numéro 2023-24, visa préfectorale du 10 mars, signature d'un contrat de cession pour l'organisation du spectacle Les Petites Fleurs de l'Enfance dans le cadre du festival du Bazar des Mômes. Les décisions ont été affichées et sont jointes au dossier du conseil municipal. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec le débat des orientations budgétaires. Ouais, c'est bon. Le débat des orientations budgétaires se tient dans les 2 mois précédant le vote du budget. Le but est de susciter une discussion sur la stratégie financière et budgétaire de la commune dans le cadre de la préparation du BP 2023. Le rapport d'orientation budgétaire tient compte d'éléments exogènes qui conditionnent en grande partie la capacité financière de la collectivité. Tiennent compte du contexte économique et social, l'impact de la loi de finances 2023 sur le budget des collectivités locales, les décisions nationales relatives à la rémunération et à la protection sociale des agents.
Les incertitudes du contexte économique et budgétaire national. Situation nationale, un ralentissement plus fort que prévu. La guerre en Ukraine est venue s'ajouter aux effets de la crise sanitaire en 2023. Le PIB mondial s'établirait à 2,2% contre une projection de 3,1% en 2022. Le scénario du FMI ne prévoit pas de récession mondiale, mais un net ralentissement de la croissance mondiale en 2023 et une inflation encore élevée, bien qu'en recul dans de nombreux pays. Pour 2022, la Banque de France a confirmé sa prévision de croissance de 2,6%, qui est portée par la résistance de la demande et le rebond du secteur des services, même si le ralentissement de l'activité a été assez net au second semestre. Elle s'attend toutefois à une croissance en 2023 faiblement positive. L'inflation s'est généralisée en 2022 et se situerait en 2023 à 6% en moyenne annuelle, mais avec un pic au premier semestre et une décrue progressive mais nette sur le reste de l'année. Les taux d'intérêt des emprunts ont connu une très forte augmentation, passant d'environ 1% fin 2021 à 2,30% à la fin de l'année 2022. Les prévisions pour 2023 exposent une augmentation modérée mais continue entre 4 et 4,5%, mais restant inférieure à l'inflation prévisionnelle. Le taux de chômage poursuit son recul depuis 2021 et s'établit fin 2022 à 7,4%. La Banque de France table pour 2023 sur une augmentation du chômage qui pourrait atteindre les 8% en fin d'année. Élément des collectivités locales, fiscalité locale. En matière de fiscalité, alors que l'idée d'un plafonnement de la revalorisation forfaitaire des bases avait été envisagée pour la taxe foncière, cette dernière n'a pas été retenue par le gouvernement. Aussi, la revalorisation forfaitaire s'élèvera comme chaque année au niveau du glissement annuel de l'IPCH, mesuré à 7,1% de novembre 2021 à novembre 2022. Concernant l'actualisation des valeurs locatives, celle-ci a de nouveau été décalée, aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises. La réactualisation des valeurs locatives d'habitation, qui devait s'appliquer pour 2023, a été repoussée à 2028. La loi de finances pour 2023 prévoit également une extension du nombre de communes pouvant majorer la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Dotation et aide de l'État. Côté dotation, cette année, le gouvernement a décidé d'abonder l'enveloppe globale de DGF à hauteur de 320 millions d'euros, et ce afin de financer les hausses de dotation de solidarité rurale, DSR, et dotation de solidarité urbaine, DSU, sans écrêter la dotation forfaitaire, DF, pour les communes. Cela n'était pas arrivé depuis 13 ans. L'article 14 de la loi de finances rectificative pour 2022 a mis en place un filet de sécurité à hauteur de 430 millions d'euros pour aider les collectivités face à la hausse du point d'indice, du coût de l'alimentation et de l'énergie. Cette aide a été reconduite dans la loi de finances pour 2023 à hauteur de 1,5 milliard d'euros pour soutenir les collectivités face à la hausse des dépenses énergétiques. S'ajoute au filet de sécurité un amortisseur électricité visant à garantir un prix raisonnable de l'électricité aux collectivités. Il protégera les plus impactés par les hausses de prix et s'appliquera au 1er janvier 2023 pour un an, dès que le prix sur le contrat dépassera les 180 € par mégawattheure. Toutefois, ce tarif plafond est nettement supérieur à ce que nous connaissons aujourd'hui. Enfin, pour accompagner les collectivités vers l'adaptation aux enjeux du changement climatique, un fonds vert sera mis en place et doté de 2 milliards d'euros. Les collectivités mettant en place des projets en faveur du climat et de la biodiversité pourront y prétendre. Bloc communal. Les charges à caractère général sont marquées par la hausse des prix, les charges de personnel par les mesures gouvernementales, notamment les impacts du SMIC. Les recettes sont portées par une dynamique fiscale avec notamment la revalorisation des bases. Les dépenses d'équipement seraient en croissance de 7,3%, le plan de relance semblant produire ses effets. Toutefois, l'augmentation forte des coûts des travaux publics et les difficultés d'approvisionnement pourraient venir nuancer cette croissance dynamique des investissements. Le budget de fonctionnement, et on va commencer par la structure générale des dépenses de fonctionnement. Je vous laisse découvrir le camembert qui est à l'écran. Bon, vous verrez sans se tromper les gros secteurs, services extérieurs, bien entendu les achats et variations de stock, le compte 60, les charges de personnel, le compte 64, d'autres charges de gestion et puis des charges exceptionnelles. Elle se situe, donc on constate une hausse, on constate une hausse des charges à caractère général de 5,68%, ce qui est mesuré eu égard à l'inflation constatée sur l'année.
Les charges à caractère général représentent en 2022 23,84% des dépenses totales de fonctionnement contre 29,50% en 2021. Le budget primitif 2023 présentera des charges à caractère général en augmentation de 25,44%, passant de 2 585 127 € à 3 242 893 €. Cette augmentation est principalement due à l'inflation des prix, notamment sur l'énergie. L'évolution des charges de personnel. Si on constate une hausse des charges de personnel de 12%, il faut surtout regarder l'indicateur le plus important, qui est le pourcentage par rapport à la totalité des dépenses de fonctionnement. Celui-ci est en baisse de 8,08% entre 2021 et 2022 et en légère hausse de 1,17% si on prend en compte les dépenses réelles de fonctionnement qui ne prennent pas en compte les opérations d'ordre. La masse salariale reste donc cohérente, même si elle est importante par rapport à notre développement et à l'augmentation de la population, sachant que la population DGF retenue est de 7 550 habitants pour 2022, alors que le recensement effectué en début d'année dernière nous amène à plus de 8 200 habitants. L'évolution de la masse salariale est également due à l'incidence de l'augmentation à 3 reprises du SMIC du fait du taux d'inflation et de 3,5% du point d'indice des fonctionnaires, une première depuis 20 ans. Si on s'en tient au ratio pour les communes de notre strate entre 5 000 et 10 000 habitants, nous sommes 1,29% au-dessus de la moyenne des communes de même strate. Le budget primitif 2023 présentera des charges de personnel contenues à une augmentation de 3,5%. Il se basera sur un ratio estimé à 53% des dépenses prévisionnelles de fonctionnement. L'objectif du compte administratif 2023 sera d'être en dessous du ratio pour les communes de notre strate, tout en sachant que les ratios utilisés pour le BP 2023 sont ceux de 2022, ce qui, en période de forte inflation, les rend peu pertinents. La masse salariale intégrera, malgré sa relative stabilité, le coût pour la première année de la protection sociale complémentaire pour les agents. Subventions aux associations. Donc on constate une hausse du montant des subventions aux associations de 4,91%, soit 9 693 €, ce qui est raisonnable eu égard au taux d'inflation que nous constatons. Le budget primitif poursuivra le soutien aux associations locales en augmentant à 215 000 €, soit 3,74% d'augmentation. Cette année, la collectivité viendra en soutien au festival populaire afin que la manifestation puisse se tenir au château, quel que soit le temps. Pour cela, nous allons participer à la location d'un chapiteau. Les dépenses de fonctionnement. Au global, les dépenses réelles de fonctionnement augmentent de 9,79% et restent cohérentes par rapport aux recettes qui progressent de 24%. Pour 2023, le budget primitif en fonctionnement s'équilibrera en dépenses et en recettes aux environs de 10 500 000 €, soit globalement sensiblement la même chose que le compte administratif 2022. Les recettes de fonctionnement. Maintenant, les recettes fiscales, les recettes de fonctionnement maintenant, vous les voyez, donc grosse partie bien entendu les impôts et taxes pour 46,96%, les dotations, subventions et participations pour 27,32%, les autres produits, voilà, les produits exceptionnels pour 16,86%. C'est un équilibre entre les dépenses exceptionnelles et les produits exceptionnels. L'imposition maintenant. C'est celui-là. Les recettes fiscales sont en augmentation de 3,75%, soit un peu plus de 187 693 €. Cette hausse est due principalement à la dynamique des contributions directes, mais la baisse des droits de mutation de 123 000 € atténue le résultat que nous aurions pu avoir. Pour 2023, l'inscription budgétaire restera très prudente sur les droits de mutation, mais nous devrions avoir à nouveau une bonne dynamique sur le montant des contributions directes. Les taux de la fiscalité locale seront gelés cette année encore. La dotation globale de fonctionnement augmente de 5,80%. Cela est dû essentiellement à l'accroissement de la population qui a été estimé par l'INSEE à 7 550 habitants au 1er janvier 2022 contre 7 352 en 2021. L'estimation au 1er janvier 2023 porte sur un nombre d'habitants de 7 764. Pour 2023, l'évaluation de la DGF prenant en compte l'augmentation de la population INSEE
est estimé à 2 16 000 euros, soit une augmentation de 3,14%. Les recettes de fonctionnement maintenant. Les recettes de fonctionnement, les recettes réelles de l'exercice sont à nouveau en hausse très nette de 24%. Cette hausse est de 16,68% si on prend les recettes totales de l'exercice. Ah, pardon. Où ça, tu as vu ça? Ah, pardon, 19,68%. Pour 2023, le montant des recettes de fonctionnement avec un report est à ce jour évalué avec prudence à 10 500 000 euros, soit à peu près les mêmes que cette année. Les résultats de l'exercice maintenant. Les résultats comptables. Les résultats comptables de l'exercice 2022 sont en forte baisse, tout en restant positifs. Ce résultat est toutefois relativisé à la vue de l'augmentation de l'inflation et en tenant compte que pour la première fois depuis très longtemps, nous avons affecté à l'investissement sur les résultats 700 000 euros. Si nous nous étions contentés de l'inscription moyenne de 350 000 euros, le résultat comptable aurait été identique à 2021 dans un contexte beaucoup plus compliqué. Il n'est pas évident, à la vue des événements géopolitiques que nous connaissons aujourd'hui et du taux d'inflation, de garder un niveau de résultat à la hauteur de ce qui serait souhaitable, mais nous allons travailler pour l'améliorer. La flambée des prix des carburants, de l'énergie et des matériaux va avoir des répercussions importantes sur la construction du budget 2023. Il est fort probable que d'autres secteurs vont être gravement impactés, ce qui aura nécessairement des incidences sur les prix et donc sur le budget de notre collectivité. Des arbitrages importants vont être pris pour maintenir notre budget tout en améliorant nos marges de manœuvre financières. Donc notre résultat net comptable. Le budget d'investissement 2022. Sur un montant de dépenses d'investissement prévu au budget primitif 2022 de 5 79 504 euros, 4 188 475 ont été réalisés ou engagés, soit 82,46%. Les restes à réaliser sont particulièrement importants cette année pour différentes raisons. Certaines dépenses engagées en 2022 n'ont pas pu être mandatées avant la clôture de l'exercice. Les services de la DGFiP ont clôturé les mandats et les titres au 9 décembre 2022, ce qui a empêché la prise en compte d'une partie des dépenses effectuées. Par ailleurs, certains projets inscrits au budget primitif ont pris beaucoup de retard du fait du contexte national et local, notamment en termes de plan de charge des entreprises et parfois de difficultés d'approvisionnement. Les retards portent essentiellement sur les programmes suivants. 102 acquisitions foncières. Il s'agit de l'achat des terrains de l'enquête qui ont été signés après la clôture par la DGFiP. Le 106, travaux bâtiments communaux pour le cimetière, la convention de mandat avec l'école maternelle, les WC publics, le local de la police municipale. Le 107, les travaux voies et réseaux, avec le programme de réfection de voirie par entreprise qui a eu lieu en début d'année 2023 et le programme 116, travaux forêts pour le pont des Espiers. Au titre des restes à réaliser, 2 187 584 sont repris au budget d'investissement 2023 en dépenses et 198 226 euros en recettes. Les orientations du budget d'investissement 2023. Le budget d'investissement d'un montant de 5 397 081 euros. Malgré le montant des restes à réaliser, c'est un budget extrêmement volontaire parce qu'il porte sur des projets structurants pour notre commune. Des projets qui se portent souvent sur plus d'un an. Les principaux programmes sont programme 101 acquisition foncière pour 336 490 euros. Il s'agit pour la commune de poursuivre sa politique d'acquisition foncière pour ce montant-là. Le programme 103, acquisition de matériel et de mobilier, 254 210 euros. Sans détailler le total de ces acquisitions dans les orientations budgétaires, il s'agit principalement de matériel pour les services techniques et pour les festivités. Programme 106, travaux bâtiments communaux pour 2 470 489. On y retrouve des opérations d'importantes comme l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'ancienne piscine qui permettra de mettre aux normes le foyer des joueurs, d'augmenter et de rénover les vestiaires, de construire une salle de préparation physique pour les associations sportives et d'accueillir les bureaux du service des sports. Les travaux d'extension de la crèche collective, la sécurisation et mise hors d'eau des toitures du château, la mise en conformité électrique et la mise en place d'éléments de sécurité pour l'entretien de l'église, la partie 2023 des travaux de la salle des fêtes, de nouveaux radiants gaz au gymnase, le montant de la convention de mandat avec la CDC pour les travaux de l'école maternelle incombant à la commune. Programme 107, voies et réseaux, pour 1 213 126 euros.
On y retrouve les études pour une nouvelle convention d'aménagement de bourg et pour l'encorbellement du pont, les travaux de réfection du moulin du pont du Berne, les travaux généraux de voirie par entreprise pour un montant maintenu à 300 000 €, du mobilier pour les vélos, ainsi que différents mobiliers urbains. Programme 109, sport et espaces verts, 349 373 € parmi les travaux retenus. On trouve la main courante du terrain d'entraînement au rugby ainsi que la fin de la réfection de la clôture du stade, l'éclairage du terrain de football et du futur terrain de pétanque, mais également la réfection de l'arrosage du terrain d'entraînement, la réalisation d'une aire de jeu pour enfants. Programme 112, informatique pour 52 880 €. Il s'agit principalement d'un projet de déploiement de nouveaux tableaux interactifs VPI dans les écoles, le renouvellement de matériel informatique, l'achat du nouveau logiciel finance et d'un logiciel pour gérer les associations. Programme 114, éclairage public pour 162 809 €. Il s'agit de travaux d'extension des réseaux Enedis et de la poursuite du plan LED dans le cadre du fonds vert demandé par la CDC. Les recettes pour financer ces différents investissements. En plus de l'excédent d'investissement cumulé de 2 704 352 €, nous proposerons au budget primitif un virement à la section d'investissement dont le montant sera arrêté une fois reçu le montant exact des produits prévisionnels issus des taux d'imposition. La taxe d'aménagement a été évaluée très prudemment à 220 000 € et des subventions auprès des financeurs institutionnels ont été sollicitées à hauteur de 767 153 €. Des cessions foncières seront inscrites à hauteur de 360 000 € pour compléter le plan de financement. Un recours à l'emprunt à hauteur d'environ 350 000 € sera inscrit pour financer le programme d'investissement courant et pourra être complété par un autre emprunt exceptionnel de 400 000 € sur une durée plus longue et relatif à la reconstruction du pont du Moulin du Berne emporté lors des inondations de 2020. Voilà, en résumé, quelles sont les orientations budgétaires concernant l'année 2023. La dette maintenant, éclairage sur la dette et ses encours. En 2022, la commune a contracté un emprunt auprès du Crédit Agricole pour un montant de 350 000 €, au taux fixe de 3,377 sur une durée de 20 ans. L'annuité de la dette pour 2022 est capital et intérêt confondus de 426 362 €. L'annuité en capital, donc amortissement de la dette, est de 371 511 € pour l'exercice. La capacité de désendettement constitue le rapport entre l'encours de dette de la commune et son épargne brute. Elle représente le nombre d'années que mettrait la commune à rembourser sa dette si elle consacrait l'intégralité de son épargne dégagée sur sa section de fonctionnement à cet effet. En 2022, la capacité de désendettement de la commune est de 10 ans et demi. Le budget prévisionnel pour 2023 devrait voir inscrit la somme de 350 000 € pour l'investissement courant et donc un emprunt exceptionnel d'environ 400 000 € pourra être effectué pour financer le reste à charge de la reconstruction du pont du Moulin du Berne. Un financement exceptionnel pour un événement hors norme et qui portera sur une durée plus longue que pour les emprunts classiques. Les ratios de la collectivité, maintenant. L'article R 2313-1 du Code général des collectivités territoriales énonce 6 ratios synthétiques que doivent présenter les communes de plus de 3 500 habitants et de moins de 10 000 habitants dans leur débat d'orientation budgétaire. Le tableau qui est devant vous présente l'évolution de ces 6 ratios de 2020 à 2022. Ils sont basés pour 2022 sur une population INSEE au 1er janvier 2022 de 7 550 habitants contre 7 352 habitants au 1er janvier 2021. C'est ça, une augmentation de 2,69%. Au 1er janvier 2023, donc la population INSEE est estimée à 7 764 habitants, très loin de la réalité. Ce qu'on peut constater globalement, c'est que les dépenses réelles de fonctionnement par habitant sont supérieures à la moyenne de la strate et que les autres taux fiscalité directe, on est globalement par habitant, on est globalement la même chose. Les recettes réelles de fonctionnement, on est très au-dessus. Les dépenses d'équipement, on est en dessous de ce qui se fait. La dette par habitant, on est en dessous de la moyenne. Et la dotation globale de fonctionnement, on est au-dessus de ce que reçoivent les autres communes. La conclusion de ce débat d'orientation budgétaire, le budget primitif qui vous sera soumis prochainement reflètera les grandes orientations contenues dans ce ROB. Celui-ci est en cours de finalisation, mais il continuera à être travaillé une fois que nous aurons la notification des 3 taxes par le ministère de l'Action et des Comptes publics. La maîtrise du fonctionnement sera notre principale préoccupation, avec l'objectif d'améliorer notre épargne brute, malgré un contexte d'inflation compliqué. Voilà, avant de passer la parole pour le débat, je vous lis la délibération qui sera
qui sera soumise en vertu de la disposition précitée dans les communes de 3 500 habitants et plus. Le maire présente au conseil municipal dans un délai de 2 mois précédant l'examen du budget un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, ainsi que la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Cette obligation concerne de fait la commune de Salles. Considérant la lecture donnée en séance du conseil municipal par moi-même du rapport d'orientation budgétaire 2023, des engagements pluriannuels envisagés, des orientations constatées à venir de la structure budgétaire communale, après en avoir débattu, il sera proposé au conseil municipal de prendre acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire relatif à l'exercice 2023 sur la base du rapport annexé à la précédente délibération. Dire que la présente délibération ainsi que le rapport annexé seront transmis à monsieur le sous-préfet d'Arcachon, préciser qu'il sera également publié en vue d'assurer l'information des administrés. Et maintenant, je laisse la parole à qui veut la prendre. Allez-y. Mes chers collègues, je constate un léger progrès par rapport à l'année passée et prend acte du respect du règlement et de la loi, aussi imparfait et partiel soit-il, qui oblige la collectivité à fournir une note de synthèse. Toutefois, je regrette que vous ne soyez pas allés plus loin en nous communiquant directement le rapport original, sachant que pour beaucoup, vos tableaux de chiffres faits à la hâte n'évoquent rien. Les tableaux de chiffres, sans le moindre phrasé, ni la moindre explication, que seuls quelques initiés aux finances locales pourront sans doute déchiffrer. Il ne s'agit en aucun cas d'une note de synthèse, mais au mieux de tableaux de synthèse. En outre, des tableaux, disais-je, confectionnés à la hâte, à la manière d'un brouillon, à telle enseigne que l'on voit apparaître 2 fois le compte 012, qui est celui des dépenses de personnel, en lieu et place du compte 042 pour les opérations d'ordre. La communication aussi d'un seul ratio contre 6 obligatoires. Et pourquoi avoir choisi celui-là ? Très honnêtement, vous avez perdu votre temps car ou on fait les choses, mais bien, ou alors pas du tout. En gros, c'est on va leur jeter en pâture quelques chiffres pour calmer leurs ardeurs, mais il est hors de question de leur donner un document en bonne et due forme. Très sincèrement, je plains votre désinvolture, vous manquez imperturbablement de rigueur. Dans aucune commune, un directeur général consciencieux ou un premier édile attentif pourrait laisser passer de telles erreurs. Cela manque assurément de sérieux. Et les exemples sont légion, comme j'y reviendrai dans un court instant. D'autant que vous semblez l'oublier, le sujet du débat est bien les orientations budgétaires, et non un débat en avance sur le compte administratif. Car rien, absolument rien, ne le laisse deviner au travers de vos tableaux qui retracent les chiffres des années passées, mais n'ouvrent aucune perspective sur 2023. Bref, vous avez fait le service strictement minimum, mais c'est encore une occasion ratée. Après le 0 pointé l'année dernière, mention juste passable cette année, peut vraiment mieux faire l'année prochaine. Vous avez échappé momentanément cette année à une nouvelle saisine du sous-préfet, mais vous n'échapperez certainement pas au moment venu à une saisine de la Chambre régionale des comptes. Mais le cas échéant, sachez que cela se fera officiellement et en toute transparence, et non au moyen d'une lettre anonyme. Alors, puisque vous m'y obligez, je n'évoquerai pas vos orientations budgétaires à proprement parler, faute d'avoir eu pour travailler les éléments nécessaires. Nous aurons l'occasion d'en dire éventuellement un mot lors du vote du budget en avril. La première raison, voyez-vous, tient en fait que les orientations budgétaires, comme la présentation du budget, représentent un moment à part, un moment de répit, un moment illusoire où on peut vendre du rêve, laisser penser que tout est sous contrôle, que l'on va faire beaucoup de choses, que l'on a les moyens de ses ambitions. C'est ce que vous avez fait durant votre présentation, forcément idyllique, comme l'année passée. Mais la réalité est bien plus cruelle. Et j'en veux pour preuve une seconde raison qui m'interroge bien davantage quant à votre capacité à manier les chiffres avec une baguette magique. Donner l'illusion parfaite que vous avancez sur vos 2 jambes, tout un art en dissimulation. Comment avoir en effet confiance aux chiffres que vous nous communiquez quand ils sont désavoués a posteriori ? Un exemple symptomatique. Lors du conseil municipal du 14 novembre, vous nous présentiez sur le grand écran, pour avoir un effet loupe,
un document de 5 pages que j'ai dans la main, à côté, sur lequel vous annonciez fièrement une réalisation de 65% des investissements prévus au BP 2022, avec un montant de 3 318 000 €. Pourtant, on découvre dans votre tableau de ce jour, donc pas le tableau que vous venez nous présenter, mais le tableau que vous nous avez communiqué dans la note de synthèse, le tableau qui préfigure le compte administratif, que nous aurons bientôt à voter, un investissement de seulement 1 990 000 €, soit un montant global de 5 079 000 €, soit une piètre performance de 39,18% de réalisation, ou pire encore 34,5% si l'on prend en compte le BP initial, hors décision modificative, voté le 4 avril dernier. Nous sommes donc à des années-lumière du chiffre figurant en gros caractères sur le document susmentionné. Incompétence, mensonge grotesque ou à maîtriser à la perfection de la prestidigitation. À l'époque, j'en avais été très interloqué et m'en étais ouvert aux collègues de mon groupe ainsi qu'à mon collègue de l'autre groupe d'opposition dès la sortie du conseil municipal. J'avais bien compris qu'il y avait une entourloupe. J'avais passé en revue toutes les délibérations prises, les décisions municipales, les passations de marché, mais rien n'y faisait, le compte n'y était pas. Le problème avec vous, c'est que jamais la fiction, traduire le budget prévisionnel, n'avait été aussi éloignée de la réalité que traduit le compte administratif. Pourquoi devrions-nous discuter aujourd'hui de vos orientations budgétaires pour qu'à la fin de l'exercice, une bonne partie soit restée lettre morte? Un budget d'un montant historique, disiez-vous, et il l'était effectivement sur le plan du chiffrage annoncé. Mais la réalité est tout autre. Cela n'a pas manqué de faire pchit, pour reprendre une citation d'un ancien chef de l'État, désormais popularisé. Je me souviens encore comme si c'était hier, de votre annonce, la fleur au fusil avec une assurance décomplexée, que vous réaliseriez 100% de votre investissement en 2021. Vous aviez même poussé le luxe d'annoncer dépasser les 100%. C'était le début de votre mandat. Et vous seul étiez persuadé d'avoir des dons extraordinaires qu'aucun autre maire ne possède. C'était le temps de l'insouciance. Et puis le principe de réalité finit toujours envers et contre tout par s'imposer, même aux plus audacieux ou aux plus fanfarons. Parole chantonnée d'un artiste bien connu. Je m'arrête là pour aujourd'hui, mais le temps parle pour nous, pour le moment, et nous donne entièrement raison. Il a en revanche une fâcheuse tendance à vous accabler et vous donner tort. Je vous donne donc rendez-vous le 3 avril prochain pour vous dire le reste à l'occasion du grand rendez-vous budgétaire annuel. Merci de votre attention. 2 points sur ce qui a été mis dans la note de synthèse. Vous pouvez reprocher ce que vous voulez, je m'en suis tenu à ce qui est inscrit dans le règlement intérieur. Il suffit que vous le lisiez, c'est tout. Donc reprenez-le, relisez-le, vous verrez que le seul ratio qui est indiqué dans le règlement intérieur, c'est celui-là. Et c'est lors des orientations budgétaires du débat de ce soir qu'on donne les 6 ratios. Donc voilà, vous avez eu exactement ce que vous avez demandé l'année dernière, c'est-à-dire ce qui est inscrit dans le règlement intérieur. Rien de moins, rien de plus. Et vous aurez toujours l'année prochaine, rien de moins, rien de plus, je vous le confirme, malgré les relances au sous-préfet, etc., que vous pouvez faire. D'ailleurs, j'en ai pas discuté avec lui l'année dernière, il ne m'a pas saisi non plus du fait que vous n'ayez pas reçu l'Europe. Donc cette année, on a fait un effort et on s'est cantonné à ce qui est marqué sur le règlement intérieur. Maintenant, la note que vous nous donnez, passable, ça, changez de métier, devenez instituteur. Je crois que ce sera le mieux parce que le crayon rouge, ça vous va très bien. Voilà, sur ce, est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole là ? Non ? Parfait. Ben, je prends acte du débat d'orientation budgétaire. Et nous passons à la première délibération, attribution de marché public pour les travaux de restructuration et d'extension du multi-accueil. Et la parole est à Vanessa. La passation des marchés publics relatifs aux travaux de restructuration et d'extension du multi-accueil est devenue nécessaire selon l'allotissement suivant. Lot numéro 1, VRD, gros œuvres, déconstruction. Lot numéro 2, charpente, bois, MOB. Lot 3, étanchéité. Lot numéro 4, menuiserie extérieure. Lot numéro 5, plâtrerie, faux plafond. Lot numéro 6, menuiserie intérieure, agencement. Lot numéro 7, peinture. Lot numéro 8, revêtement de sol. Lot numéro 9, électricité. Lot numéro 10, CVC, plomberie. Cette construction a été lancée selon une procédure adaptée sur le profil acheteur DEMAT AMPA le 3 février 2023 afin de permettre à toute personne intéressée de soumettre une offre sous format dématérialisé avant la date limitée fixée le 27 février 2023 avant 9 h, conformément à un règlement de consultation proposant les critères de sélection suivants. En 1, le prix 40%, et pour 60% une valeur technique, une note exposant les capacités, moyens mis en œuvre et présentation de l'équipe dédiée à l'exécution du chantier 20%,
et une note méthodologique présentant les moyens mis en œuvre pour répondre aux enjeux du planning contractuel d'exécution des travaux pour 40%. Au terme du délai de remise des offres, 5 offres ont été déposées pour le lot numéro 1 VRD Gros œuvres Déconstruction, dont une irrecevable. 2 offres ont été déposées pour le lot numéro 2 Charpente Bois MOB. Une offre a été déposée pour le lot numéro 3 Étanchéité. 3 offres ont été déposées pour le lot numéro 4 Menuiserie extérieure, dont une irrecevable. 3 offres ont été déposées pour le lot numéro 5 Plâtrerie Faux Plafond. 2 offres ont été déposées pour le lot numéro 6 Menuiserie intérieure agencement. 5 offres ont été déposées pour le lot numéro 7 Peinture. 4 offres ont été déposées pour le lot numéro 8 Revêtement de sol. 3 offres ont été déposées pour le lot numéro 9 Électricité, dont une offre hors délai et non analysée. Une offre a été déposée pour le lot numéro 10 CVC Plomberie, mais hors délai et non analysée. Il est ressorti du rapport d'analyse des offres que les offres économiquement les plus avantageuses sont l'entreprise AP Bâtiment pour le lot numéro 1 VRD Gros œuvres Déconstruction pour un montant de 171 780 000 € TTC. L'entreprise TCB pour le lot numéro 2 Charpente Bois MOB pour un montant de 40 876 € 32 TTC. L'entreprise 7 Étanchéité pour le lot numéro 3 Étanchéité pour un montant de 19 103,82 € TTC. L'entreprise TCB pour le lot numéro 4 Menuiserie extérieure pour un montant de 27 478 080 € TTC. L'entreprise Foen & Co pour le lot numéro 5 Plâtrerie Faux Plafond pour un montant de 70 364,58 € TTC. L'entreprise SARL Les Ateliers du Fil pour le lot numéro 6 Menuiserie intérieure agencement pour un montant de 49 058,08 € TTC. L'entreprise EPRM pour le lot numéro 7 Peinture pour un montant de 18 660 € TTC. L'entreprise EPRM pour le lot numéro 8 Revêtement de sol pour un montant de 23 307,60 € TTC. L'entreprise CELA pour le lot numéro 9 Électricité pour un montant de 62 087,57 € TTC. Le montant total des travaux est de 482 716,77 € TTC. Après avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer les différents documents relatifs à ces marchés, et notamment les actes d'engagement, de relancer les procédures visant à attribuer le ou les lots infructueux, notamment le lot 10 CVC Plomberie, selon les modalités prévues par le Code de la commande publique, et d'attribuer ces derniers par décision. Avez-vous des questions? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération suivante, numéro 2023-12, attribution du marché public de travaux, accord cadre mono-attributaire à bon de commande pour les travaux courants de voirie, réseaux divers et aménagement urbain. La parole est à Christiane. Vu l'avis rendu par la commission commande publique qui s'est réunie le 14 mars 2023, vu le rapport d'analyse des offres approuvé par le représentant du pouvoir adjudicateur en date du 14 mars 2023, la passation d'un accord cadre mono-attributaire à bon de commande pour les travaux courants de voirie, réseaux divers et aménagement urbain est devenue nécessaire afin de poursuivre la politique d'entretien des voies communales, compléter les campagnes de travaux de réfection de voirie réalisées en régie par les services techniques et gagner en réactivité pour des travaux d'aménagement urgents. Cette consultation a été lancée selon une procédure adaptée sur le profil acheteur DEMAT AMPA ainsi que sur le BOAMP le 2 février 2023 afin de permettre à toute personne intéressée de soumettre une offre sous format dématérialisé avant la date fixée le 3 mars 2023 à 12 h, conformément à un règlement de consultation proposant les critères de sélection suivants. Pour le prix 60 points, la valeur technique 30 points, la démarche environnementale 10 points. Il est rappelé que le présent marché prendra effet à compter de la date de notification pour une durée d'1 an, reconductible par voie tacite 3 fois. En tout état de cause, le présent marché ne pourra excéder 4 ans. L'accord cadre ne prévoit pas de minimum de commande et que le montant maximum annuel des travaux est fixé à 300 000 € hors taxe, 1,2 million € hors taxe sur la durée totale du marché, reconduction comprise. Au terme du délai de remise des offres, 6 offres ont été déposées. Il est ressorti du rapport d'analyse des offres que l'offre économiquement la plus avantageuse est celle du candidat Colas France.
établissement du bassin d'Arcachon, SIRET 329 338 883 016 64, qui a obtenu une note totale de 96,50 sur 100 points. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer les différents documents relatifs à ce marché et notamment l'acte d'engagement. Avez-vous des questions? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2023-13, extension et rénovation de l'école de la Vignole, signature d'une convention de mandat avec la communauté de communes du Val de Leyre. La parole est à Morgane. L'opération de rénovation et d'extension de l'école de la Vignole est conduite par la communauté de communes du Val de Leyre pour un coût d'opération de 2 445 000 € hors taxes. Dans le cadre de l'opération, des travaux de voirie, réseaux divers et aménagements paysagers n'entrant pas dans le champ de compétences de la communauté de communes sont nécessaires. Notamment, il s'agit de, pour les travaux de VRD, les travaux de déplacement de la microstation, la réfection nécessaire des réseaux EU-EV dans le cadre de l'opération, la réalisation de la solution compensatoire étanche pour la gestion des eaux pluviales sur l'emprise foncière du projet, ainsi que la réfection nécessaire des réseaux d'évacuation des eaux pluviales, la création d'une voie technique d'accès pour les livraisons cuisine, la réfection de la cour d'école. Le coût des travaux est estimé comme suit. L'eau VRD, 263 002,63 € hors taxe. L'eau paysage, 113 470 € hors taxe. Honoraires de maîtrise d'œuvre, 38 948,35 € hors taxe. Total hors taxe, 415 420,98 € hors taxe. TVA, 83 084,20 € hors taxe. Total TTC, 498 505,18 € TTC. Afin d'optimiser la conduite de chantier, il est proposé au conseil municipal de conclure une convention de mandat. Celle-ci a pour objet de confier à la CDC le soin de réaliser les travaux en dehors de ses champs de compétences, au nom et pour le compte de la commune, dans les conditions fixées par la convention jointe en annexe. Par suite, la commune procédera au remboursement de la CDC. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention de mandat avec la CDC, si annexée, d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention de mandat, d'autoriser Monsieur le maire à effectuer toutes les démarches administratives nécessaires. Avez-vous des questions? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération suivante, numéro 2023-14. Création d'une zone 30 sur la Vignole de Salles, RD 1010, du PR 80-55 au PR 80+630 et les RD 108 du PR 36-666 au PR 36-774. Signature d'une convention avec le département de la Gironde. Et la parole est à Fred. La commune souhaite renforcer la sécurité aux abords de l'école de la Vignole et plus largement dans l'agglomération du quartier en créant une zone 30 dans l'emprise des routes départementales N 1010 du PR 80+155 au PR +630 et numéro 108 du PR 36+666 au PR 36+774. Pour cela, la commune était amenée à effectuer des travaux sur les dépendances de la voirie départementale située en agglomération et notamment en réalisant les travaux d'aménagement nécessaires. Il est proposé au conseil municipal de signer la convention avec le département de la Gironde qui autorise la commune à réaliser en agglomération dans l'emprise des routes départementales numéro 1010 du PR 80+155 au PR 80+630 et numéro 108 du PR 36+666 au PR 36+674. Et sous sa maîtrise d'ouvrage, les travaux d'aménagement de sécurité suivants. Pose de panneaux zone 30 et fin de zone 30. Pose de 2 coussins berlinois de chaque côté de passage piéton devant l'école. Renforcement de la signalisation horizontale et verticale. Peinture de bandes blanches traversantes et espacement dégressif et non sonore. La convention précise que, lors de travaux ultérieurs réalisés sur la RD 1010 et 108, à l'initiative du département de la Gironde, la dépose et la repose éventuelle des aménagements réalisés, l'adaptation des ouvrages qui nécessiteraient à la réflexion et la signalisation horizontale seront à la charge de la commune et feront l'objet d'une convention particulière. La commune de Salles prendra à sa charge la gestion et l'entretien de ces aménagements,
ainsi que et assurera l'instruction des réclamations éventuelles relatives à ces aménagements émanant des riverains et des usagers des routes départementales N1010 et 108. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver le projet de convention s'y annexé, d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention et à engager les travaux d'aménagement. Avez-vous des questions? Oui. Moi, je suis tout à fait d'accord pour faire ce travail. Donc, simplement une petite question sur... il y aura des ralentisseurs. 2. Alors, c'est quoi les coussins berlinois? Parce que C'est 2 apparemment, j'ai ralentisseurs. regardé, ils éclairent et puis ils sifflent. Alors, si c'est Frère Jacques, ça ira, mais c'est pour ceux qui habitent à côté, les riverains. Est-ce qu'ils vont supporter ce bruit? Attention, hein, ça, j'ai pas dit que ça s'est déjà vu, ça, que il y a des gens qui ont demandé des ralentisseurs. Puis après, ils se sont dit, mais ça fait du bruit, est-ce que vous pouvez les enlever? Alors, il faut savoir. Non, je voulais savoir si ça faisait vraiment du bruit. Alors, ça peut faire du bruit. Là, on a mis des coussins berlinois. Les coussins berlinois, on a choisi cette solution-là parce que c'est une solution d'attente des aménagements définitifs qui seront réalisés à l'initiative en travail avec le département lors des travaux de l'école de la Vignole. Tout simplement parce qu'on est obligé de sécuriser les accès. D'abord parce qu'il y a un enfant qui a failli passer sous une voiture il y a peu de temps, que j'ai dit que je mettrais en place les choses. Je suis désolé pour les riverains. Oui, ça peut faire du bruit pour ceux qui ne respectent pas. Le dispositif va être renforcé par un radar chantier qui va être posé devant la salle des fêtes. Donc, qui fera de fait ralentir les gens pendant la période des travaux. Pendant le temps des travaux de l'école, on va avoir le temps de travailler sur quel type d'aménagement on fait. Est-ce que le type d'aménagement, ce sera un feu régulateur? Est-ce que ce sera un feu récompense? Est-ce que ce sera un plateau sur 10 mètres ou 12 mètres? Est-ce que ce sera, je ne sais pas. En tous les cas, ce sera travaillé avec les services du département. Ce qui est clair, c'est qu'il n'y aura pas de... Aujourd'hui, l'idée de la zone 30, même si je sais que ça va être compliqué parce qu'elle est très longue, ouais. C'est la seule solution pendant les travaux et avant les travaux d'été où les camions vont commencer à rentrer dans l'école avec les familles et le reste pour sécuriser les accès. Alors oui, ça risque de faire du bruit pour les quelques voisins à côté, pour ceux qui ne respectent pas la limitation de vitesse. Les camions, ça ne jouera pas parce que les camions, ils ont un empattement qui est supérieur au coussin berlinois. C'est surtout pour faire ralentir les voitures en réalité. Les camions, eux, ils ont un effet ralentisseur avec l'effet paroi que font les aménagements. On verra. Par contre, ce qui est clair, c'est que la tolérance, ça va passer à 0 puisque la police municipale a des consignes. On a passé la tolérance à 40 km/h sur la Vignole. C'est-à-dire tous ceux qui seront au-dessus de 40 seront verbalisés. Il n'y aura pas la marge de tolérance qu'on a ailleurs. Même dans la zone de 30? Non. Dans la zone de 30. Dans la zone de 30. Je crois que c'était que 5. Quoi? Faudra qu'ils aient à 40, ils sont pris à 35. La police municipale, la tolérance, elle est celle que le maire il veut bien leur donner. Jusque-là, on a une tolérance qui est relativement élevée, mais que je ne donnerai pas là pour les parties voitures, parce que je la change régulièrement en fonction des lieux et des problèmes qu'on peut avoir sur place. Mais sur la zone, en l'occurrence de la Vignole, la tolérance sera vraiment minime. Voilà. De façon à ce que les gens respectent les vitesses. Bon, le radar chantier fera... Aujourd'hui, il y a un radar Viking qui a été posé justement pendant 15 jours pour calculer les vitesses de passage et les fréquences de passage sur l'axe. Donc, qui vont nous permettre de travailler. Alors oui, ça fait du bruit, mais c'est la seule solution qu'on a trouvée aujourd'hui pour sécuriser la sortie de l'école. C'est une bonne chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Décision numéro 2023-15, recrutement d'agents contractuels et création d'emplois non permanents pour faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d'activité. Carole. Vu la réunion du comité social territorial commun du 2 mars 2023, il est nécessaire de recruter du personnel pour faire face aux besoins liés à un accroissement saisonnier d'activité au sein des services. Enfance jeunesse pour l'animation et l'encadrement des accueils de loisirs sans hébergement, ALSH, durant les vacances scolaires et les séjours proposés durant les vacances.
pour l'entretien des locaux ainsi que pour assurer les services de restauration durant la période estivale. Sport pour l'animation et le déploiement du dispositif CAP 33. Technique pour le renfort des équipes voirie, forêt, espaces verts, stades, propreté urbaine et festivités. Administratif pour le renfort durant la période estivale. Considérant que le préalable au recrutement de ces emplois saisonniers est la création d'emplois non permanents au tableau des effectifs des contractuels. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de décider de la création de 6 emplois non permanents à temps complet dans la filière animation à l'échelle de rémunération C1, de décider de la création de 7 emplois non permanents à temps complet dans la filière technique à l'échelle de rémunération C1, de décider de la création de 2 emplois non permanents à temps complet dans la filière administrative à l'échelle de rémunération C1, de modifier le tableau des effectifs des agents non titulaires comme indiqué en annexe, d'autoriser Monsieur le maire à procéder au recrutement d'agents contractuels sur ces emplois non permanents, de dire que ces emplois non permanents sont créés pour une période de 6 mois à compter du 1er avril 2023, de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à ces recrutements. Avez-vous des questions? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Une abstention. Je vous remercie. Communications diverses. Le prochain conseil aura lieu le 3 avril 2023. Installation d'un distributeur automatique de pain à La Vignole. Avec l'arrêt de la boulangerie de La Vignole, un travail a été entrepris par Frédéric Arrojo pour permettre l'installation d'un distributeur automatique de pain et viennoiserie. La boulangerie Pain et Plaisir de Salles a répondu présent et installera dans les semaines à venir le distributeur dans le cadre d'une autorisation d'occupation du domaine public au niveau de la salle des fêtes de La Vignole. Halte Nautique, le restaurant La Petite Fringale, géré par Madame Poujon, dans le cadre d'une convention d'occupation du domaine public, a souhaité mettre fin à cette activité difficilement compatible avec son nouveau métier. La collectivité s'est portée acquéreur du matériel d'exploitation pour relancer un appel à projet qui pourrait permettre une réouverture en mai. L'appel à projet est disponible sur le site internet de la commune et aujourd'hui 4 personnes ou groupes de personnes étudient le dossier pour y répondre. Expérimentation parking collège. À la demande du conseil régional et suite à un accident dans un établissement de Gironde entre un véhicule et un élève, nous avons été sollicités pour réfléchir à la modification de la circulation aux abords du collège pour éviter au maximum le croisement des flux véhicules légers des parents, bus et collégiens. 2 expérimentations ont déjà eu lieu et a priori la deuxième expérience a été plus concluante, même si elle nécessite quelques aménagements comme la réalisation d'une aire de dépôt minute en face des pompiers ou encore la reprise d'un trottoir pour permettre une giration plus facile des véhicules. L'objectif final est de permettre aux élèves de circuler en site propre à la descente du bus. Les parents ne pourront donc plus aller jusqu'à la grille du collège comme c'est actuellement le cas, avec le risque accidentogène que cela représente. Voilà pour les communications diverses. Pour conclure, on a reçu une question écrite de M. Saunier pour le Rassemblement national sallois et je lui laisse me la lire. Monsieur le maire, les Sallois ont pu lire dans 2 articles des journaux La Dépêche du Passin et du Sud-Ouest que la justice administrative a condamné la collectivité et plus particulièrement vous, Monsieur Bureau, suite aux décisions que vous avez prises seul à l'encontre de l'ancien responsable de l'administration générale de Salles. On ne peut que s'étonner d'apprendre cette information par les médias et non en conseil, comme cela aurait dû être le cas. D'autant plus que vous péroriez, voici quelques mois, sur le fait que vous gagneriez tous les recours, à part peut-être un. En fait, vous en avez perdu 7. 7 d'un coup et pour un seul agent. Pourquoi? Mais parce que vous avez décidé de supprimer toutes les protections fonctionnelles que votre prédécesseur, Luc Dervillers, lui avait accordées afin qu'il se défende contre toutes les attaques ignobles qu'il avait subies durant la dernière mandature, dont les vôtres. Oui, les vôtres, Monsieur Bureau,
via des caricatures abjectes que vous avez publiées dans votre blog personnel, Saperlope, qu'il impactait lui et toute sa famille, puisque ses propres enfants ont fait l'objet de moqueries. C'est le fils du cardinal Savon, c'est la fille du cardinal Savant, etc., etc. Je trouve que c'est vraiment minable, surtout quand on sait que d'autres font protéger leur enfant, leur fils, et leur assurer un revenu. Maintenant, la collectivité va devoir débourser des deniers publics par votre seule faute et votre entêtement obstiné, et j'ose le dire le mot, à le harceler. Pourtant, en 2020, devenu maire, une de vos premières actions a été d'annuler tous les appels au tribunal administratif et toutes les enquêtes lancées par votre prédécesseur, et notamment celles en lien avec des lettres anonymes directement déposées dans plusieurs bureaux administratifs. Vous avez sciemment et volontairement empêché la résolution de cette enquête alors qu'on sait très bien que le corbeau a été filmé par les caméras de sécurité. Monsieur Bureau, vous le spécialiste du double langage, à l'époque, pour justifier l'abandon de ces procédures, vous aviez clairement dit que la collectivité ne devait pas supporter la charge financière de ces appels. Devenu maire, agissant comme d'habitude à 180 degrés, vous dépensez aujourd'hui à nouveau plus de 25 000 € de frais d'avocat pour ce seul appel qui viennent s'ajouter aux dépenses de la première instance, aux indemnités, aux remboursements et aux condamnations. Mes questions sont donc les suivantes. Pourquoi faire aujourd'hui le contraire que vous affirmiez hier? Et pris dans votre folle vendetta, pourquoi ne supporteriez-vous pas vous-même ces dépenses avec votre propre argent? C'est au moins le mérite de la clarté. Je dois bien avouer qu'avec la vieille garde du Front National que vous représentez fort bien, on n'est jamais déçu. Oui. Là où ce parti, en devenant le Rassemblement National, essaie de tourner une page en se donnant une image respectable et oubliant ses vieux démons, il y en a toujours quelques-uns. Pour le ramener dans les bas-fonds et dans le caniveau, vous en faites partie, et j'en suis même pas surpris. Comment d'ailleurs pourrais-je l'être quand je sais que vous avez distribué avec les militants du MIL, ce groupuscule d'extrême droite fondé par d'anciens membres du SAC, la lettre abjecte à mon encontre de M. Jean-Pierre Martinez lors des dernières élections. Vous savez, le facteur illettré. Et j'en passe. Avec des personnages comme vous, le parti de la haine, comme il a souvent été baptisé, a encore de beaux jours devant lui, alors qu'il essaie de tourner cette page. Rien que de ce fait, vos leçons de morale m'indiffèrent totalement, comme tout ce que vous pouvez penser. Je n'ai vraiment aucune leçon à recevoir de vous. À la différence de certains dans cette enceinte, je ne me suis jamais trop étendu sur les affaires judiciaires de la commune sous l'ancienne mandature, mais comme vous ouvrez ce débat, je vais vous répondre et être très précis pour les administrés salois. Je suis désolé pour le public qui nous suit par Internet et pour ceux présents dans cette salle, car ma réponse va être longue, mais précise. Rappelons d'abord les faits. Un directeur général des services a été mis en place par l'ancienne équipe sans détenir le grade nécessaire et avec l'attribution d'avantages en dehors de tout cadre légal. Dois-je rappeler l'attribution de 25 heures supplémentaires tous les mois, même quand il était en vacances, ou encore l'attribution d'un véhicule de service qui servait aussi pour ses besoins personnels, ce qu'on appelle communément un véhicule de fonction. Un véhicule qu'il n'avait aucun droit de détenir et qui aurait dû faire l'objet de déclarations sociales, ce qui n'a jamais été le cas. Je passe sur les autres irrégularités constatées comme une nomination en catégorie A en dehors de tout cadre réglementaire et qui a été supprimée suite à l'intervention de la préfecture. Des faits qui ne pouvaient pas être ignorés par les adjoints de l'époque et qui ont donc été couverts par une très grande majorité de l'équipe précédente dont faisait partie votre compagne qui a certainement dû vous le signaler. Le maire de l'époque a bon dos, mais il n'était pas seul, et cela s'est d'ailleurs vu lors du jugement au pénal, puisque des adjoints de l'époque étaient là pour défendre l'indéfendable, y compris en appel. Ce serait trop facile qu'il porte le chapeau tout seul, tous ont été complices de son fonctionnement. Voilà pour le factuel. Tous ces faits sont vérifiables et publics, puisqu'on les retrouve dans les attendus des jugements au pénal, en première instance et en appel, à l'administratif et sur le rapport de la Chambre régionale des comptes. Venons-en maintenant aux accusations sous-jacentes dans votre question écrite.
Des accusations d'ailleurs que je me réserve le droit de poursuivre pour diffamation. Et rassurez-vous, à mes frais, car à la différence de mes prédécesseurs, j'ai contracté une assurance juridique personnelle auprès de la SMACL, comme tous les élus en responsabilité, pour ne pas avoir à faire appel à la protection fonctionnelle sur le dos du contribuable salois, comme c'était le cas systématiquement lors de la mandature précédente. C'est toujours plus facile d'engager des procédures quand on ne les paie pas directement. Premier point sur lequel je vais vous répondre, c'est sur la diffusion d'un journal humoristique, Salperlope, sur ma page Facebook. C'est un fait pour lequel j'ai été entendu par la gendarmerie dans le cadre d'une plainte pour harcèlement moral déposée par M. Avon. Cette plainte portait également sur son placement en télétravail et sur le retrait de certains des avantages que j'ai cités préalablement. Pour votre pleine et entière information, je ne suis pas l'auteur de ce petit journal satirique que j'ai trouvé plutôt drôle, mais tout le monde n'a pas le même humour. Je n'ai fait que le republier et je n'ai pas à m'en cacher. Dans le cadre d'une campagne électorale où M. Avon, fonctionnaire de la commune, a pris parti dans les élections au mépris de la règle du devoir de réserve du fonctionnaire, il doit accepter les règles d'un engagement qui peut malheureusement toucher sa famille. J'ai bien eu à supporter les tracts nauséabonds auxquels vous avez participé, au moins pour leur distribution, et je n'en ai pas fait toute une histoire, même si cela impactait aussi ma famille. À la suite de mon audition, cette plainte a été classée sans suite immédiatement. Sur l'embauche de mon fils, puisque c'est ça que vous revenez, sur des contrats à durée déterminée de remplacement, au SMIC et sur des temps partiels, je rappelle que je l'ai autorisé à la demande du service enfant-jeunesse qui peinait et qui peine toujours à recruter des animateurs. Une situation d'ailleurs qui va nous amener cette année à mettre en place un stage BAFA sur la commune dans quelques jours. Des contrats qui s'arrêteront obligatoirement fin août afin de respecter la loi sur le renouvellement de CDD, chose qui a toujours échappé à ceux que vous défendez aujourd'hui. Là encore, une plainte avait été déposée par tous vos collègues de la liste Salle pour tous, oubliant au passage, pour ceux qui étaient de l'ancienne équipe, la promotion en catégorie A hors cadre réglementaire de la femme du maire et l'embauche comme fonctionnaire titulaire du fils d'un conseiller qui donne encore aujourd'hui des leçons sur les réseaux sociaux avec la même hargne et haine que la vôtre. Comme quoi, c'est plus facile de donner des leçons que d'en recevoir. Toutefois, sur ce sujet encore, et connaissant l'esprit retors de certains dans cette Assemblée, j'avais pris toutes les précautions pour respecter la loi en prenant attache auprès de l'association Anticorps et auprès du déontologue du centre de gestion. Des précautions qui ont fait que l'affaire a été classée sans suite par le procureur à l'issue de mon audition, car il n'y avait absolument rien d'illégal dans ce recrutement contractuel. Sur l'annulation des appels au tribunal administratif, des condamnations de la commune liées aux agissements du DGS est couvert par le maire et son équipe, je les revendique à plusieurs titres. Aucun élément nouveau n'était apporté au jugement de première instance, ce qui aurait pu nous valoir d'être poursuivis et condamnés pour des appels abusifs. Le jugement pénal avait été rendu, condamnant l'ex-DGS à une amende et une peine de prison avec sursis pour le harcèlement moral d'un agent. Le tribunal administratif avait, lui, reconnu les faits pour l'ensemble des agents et la somme demandée avoisinait les 280 000 € au titre des préjudices subis. J'ai en effet préféré engager une action en conciliation avec les agents et nous sommes arrivés à une somme d'un peu plus de 40 000 € qui a pu être prise en charge intégralement par notre assurance. C'était mon choix et je l'assume. Le résultat fait que je considère cette conclusion comme positive pour la collectivité, mais aussi pour les agents qui ont été harcelés. Sur le retrait des arrêtés, je l'assume également avec le bureau municipal qui a été associé à cette décision, contrairement à ce que vous pouvez penser. Nous en faisons une affaire de principe. Revenons un instant sur les faits. L'ex-DGS a sollicité la protection fonctionnelle pour 10 affaires le concernant. Pour faire court, il souhaitait faire payer ses frais d'avocat et de justice par la collectivité, et tout cela pour se défendre sur des problématiques qu'il a lui-même causées par son comportement très souvent inapproprié. Des protections fonctionnelles qui auraient engagé bien plus que les 25 000 € que vous me reprochez aujourd'hui. Des protections qui ont été délivrées entre les 2 tours de l'élection municipale par l'ancien maire, certains quelques jours avant le 2e tour, sans se préoccuper de combien cela allait coûter aux contribuables salois, et en dehors d'une règle qui veut que le maire ne gère que les affaires courantes entre les 2 tours d'une élection municipale. Des protections demandées dans l'urgence, certainement à la vue des résultats du premier tour des élections municipales qui laissaient peu de place aux doutes quant à l'issue des résultats. Alors oui, sur les 10 retraits d'arrêtés que j'ai pris, 7 ont été annulés par le juge administratif, mais 3 ont eu une issue positive pour la commune.
Comparativement au dernier passage de notre commune devant la juridiction administrative sous l'ancienne mandature, ce n'est finalement pas si mal car sur les 12 procédures engagées, tout avait été perdu et pour des sommes qui n'avaient rien à voir. Je rappelle aussi qu'il ne s'agit aujourd'hui que de condamnations dans le cadre de non-respect de procédures administratives sur la forme et pas pour des procédures liées à des harcèlements pour lesquels une condamnation au pénal a été rendue contre M. Havon, je le rappelle. On n'est vraiment pas sur le même niveau de responsabilité et je reste et resterai étonné qu'encore certaines personnes nient l'évidence et continuent de soutenir de tels agissements. Alors oui, j'ai décidé de faire appel de ces condamnations parce que justement, ce n'est pas aux contribuables de payer pour le soutien inconditionnel que vos amis et vous avez donné à cette personne. Vous parlez de vendetta, mais c'est vous qui l'amenez, pas moi. Pour tout dire, je n'en suis pas surpris, cela fait partie de votre ADN comme de celui de vos amis ou de ceux qui vous sont proches. À la lecture de votre question, j'ai aussi l'impression que vous êtes informé de bien des choses que les enquêteurs ne savaient pas sur un corbeau qui aurait été filmé par les caméras de sécurité de la mairie. Des caméras qui avaient d'ailleurs été installées en toute illégalité, et c'est certainement la raison pour laquelle ce fait n'a jamais été signalé lors de l'enquête. Une enquête qui a d'ailleurs été classée par manque d'éléments. A priori, vous en savez beaucoup sur cette affaire. Peut-être même savez-vous qui était ce corbeau dont vous parlez. Peut-être même en savez-vous tellement que vous n'êtes pas si innocent que cela dans cette affaire. Diffamé, diffamé, il en restera toujours quelque chose. Voilà ce que vous provoquez avec vos diatribes. Vos écrits et vos affirmations prouvent la haine viscérale qui vous habite et votre volonté à vouloir défendre l'indéfendable. Que n'arriverait-il pas si vous arriviez un jour aux responsabilités? Je n'ose l'imaginer. Tout cela est à la fois pitoyable et risible. Alors surtout, restez comme vous êtes. Nous ne nous en lassons pas, même si c'est vraiment pathétique. Pour conclure sur cet épisode peu reluisant que nous a proposé M. Saunier, je ne répondrai désormais plus en conseil sur quelque question que ce soit sur ces sujets. Cela est valable pour vous et pour tous les autres groupes de l'opposition qui, s'ils n'ont jamais posé de questions sur le sujet, ne s'en sont pas moins répandus sur les réseaux sociaux avec, c'est vrai, un peu moins de véhémence et un peu plus de retenue dans l'écriture, mais en oubliant au passage que cette situation est les résultats de la gestion catastrophique de l'équipe précédente dont ils sont les représentants, même s'ils n'étaient pas tous élus. Nous devons désormais nous concentrer sur les projets, le développement de notre commune et nous recentrer sur ce qui doit être l'essentiel des débats sur le fond. Ces attaques personnelles malsaines et ces retours perpétuels vers un passé vraiment peu glorieux ne nous intéressent pas. Gardez les yeux rivés sur votre passé. Nous avons pour la part de notre groupe à bâtir le Salle de demain. À chacun ses priorités. Voilà pour la réponse. Sur ce, je vous souhaite à tous, ce conseil est désormais terminé, et je vous souhaite à tous une excellente soirée.